Donc Jean-Michel Monod, je dirige l'usine Jus de fruits de Moréa Malutea depuis maintenant 21 ans et j'en suis le directeur général. Alors je suis Marotea Vitrac, et je vais être un tout petit peu plus long que Jean-Michel parce qu'il est très humble, mais il a d'autres casquettes, y compris au niveau de la canne à sucre. Moi je suis directeur d'une distillerie qui est celle d'Avatea à Paia, mais je fais aussi une thèse de doctorat à l'Université de Polynésie française, en partenariat avec le CIRAD, sur le thème des cannes à sucre. Donc cette thèse qui est accompagnée par beaucoup d'organismes locaux et internationaux, la direction de l'agriculture notamment, mais aussi l'Université de Hawaï. Donc c'est une thèse qui touche vraiment l'international, et c'est ce qu'on va vous présenter ce soir. Et puis je suis enfin président du syndicat des producteurs de rhum de Polynésie française. Étienne Houot, moi je suis le barman de l'usine. J'ai en charge le développement commercial de cette usine où j'exerce depuis 2006. Merci Étienne. Bien, on va attaquer. Étienne, je vais te demander d'officier, pas comme barman, mais comme pilote de... Voilà, je vais commencer bien entendu par les remerciements. Alors le premier simplement ira vers Cécile Berthe, qui nous a proposé de venir ce soir vous faire une présentation. La deuxième, je ne vais pas trop m'étendre, parce qu'il s'agit d'un chercheur qui est devenu un ami et qui a été le patron du CRIOP pendant de très très longues années, donc Monsieur Serge Plane. Merci Serge d'avoir nous soutenu. Alors sachez quand même qu'avec Serge, on a monté plein de projets communs entre nous, privés, Petite Société de Montréal et le CNRS CRIOP. On a travaillé, sachez-le, sur le cocotier il y a une dizaine d'années. On a fait 2-3 autres choses et également le CRIOP travaille avec nous sur notre émissaire en mer, puisqu'on a un émissaire pour ne pas polluer le lagon. Et donc c'est le CRIOP qui continue à regarder et à suivre tout ça de près pour être sûr qu'on soit aux normes. Voilà, donc merci Serge. Et enfin il est parti, mais il nous rejoindra pour goûter nos rhums parce qu'il aime ça. C'est monsieur Olivier Poté, donc le directeur du Farenatura. Sachez qu'Olivier, pour moi, vous connaissez sans doute les griots en Afrique, ces bibliothèques ambulantes. Ben voilà, Olivier, pour moi, c'est cette bibliothèque. Il a une connaissance historique et agronomique de plein de choses, et ça a été celui qui m'a en tout cas moi orienté dans tout ce que je vais vous raconter. Alors ce que je vais vous dire, je vais essayer de le faire rapidement. Vous verrez que comme je parle beaucoup, j'ai décidé de tout écrire, comme ça évitera de dire d'autres choses. Ça sera plus simple, ça vous permettra de lire aussi si vous ne m'entendez pas. Mais voilà, donc on va essayer de vous raconter l'histoire des Polynésiens, puisque c'est eux qui ont amené la canne à sucre ici dans une aventure extraordinaire. Cette aventure unique, par la culture Lapita, de traverser tout ce Pacifique avec les difficultés que ça représente, jusqu'en Polynésie. Et vous verrez, je terminerai, avant de passer la main à Marotea, une histoire incroyable que je ne connaissais pas non plus, qui concerne notre île de Moréa et la vallée d'Opunowo en l'occurrence. Alors voilà notre petite usine, on en est fiers, elle est devenue un peu plus grande. Alors c'est vrai qu'en Polynésie, on dit oh là là, c'est des gros. Sachez qu'au niveau international et du rhum, on est une microscopique petite usine. Mais on en est très fiers, vous voyez qu'il y a beaucoup de panneaux solaires. Elle a 40 ans cette usine, pas la dernière que vous voyez, cette partie-là a 40 ans, voilà. Et on a développé ça depuis 20 ans pour en faire une usine assez écolo, je vais dire, développement durable. Et surtout cette usine qui était destinée uniquement à transformer de l'ananas. Petit à petit, avec mon prédécesseur Michel Miclot, il a créé une gamme de jus. J'ai repris en 2001. On a continué à développer la gamme Rotui avec Étienne qui nous a rejoint après, le directeur commercial. Et on a créé, 10 ans plus tard, une gamme de vins. On voulait aller jusqu'au bout de la transformation de l'ananas. Donc on a créé une gamme de vins assez originale. Et puis voilà, le hasard a fait qu'en voulant toujours être créatif, on a essayé plein de choses, certaines n'ont pas fonctionné. Et la canne à sucre et le rhum, ça a été une belle rencontre. Ça s'est fait aussi par l'intermédiaire de nos collègues de Tahiti, nos collègues de Taha, qui avaient déjà travaillé avant nous sur la canne à sucre. Et voilà, on a sauté sur l'occasion, comme nous sommes des distillateurs au départ, avec de l'eau de vie d'ananas, de l'eau de vie de gingembre, on s'est dit, c'est une opportunité pour nous et c'est ce qu'on a fait, on a sauté sur l'occasion. Et comme la brasserie du Pacifique, comme Taha à Paris à Taha et comme David Moux à Papara, on s'est lancé dans l'aventure en 2015. Enfin, nos premiers rhums sont sortis en 2015, on vous en parlera un peu plus tard. Je voudrais juste remercier, juste avant, si tu veux bien, tout ça, ça se fait pas avec deux bonhommes. Je voudrais remercier l'équipe de projet de l'usine, excuse-moi à Marotea, mais on est à Montréal. Donc voilà, c'est une petite équipe, on est entre 6 et 7 personnes.
Je vais rapidement les nommer parce que voilà, on se réunit quasiment tous les jours pour déguster, pour goûter, pour créer. Albéric qui est là, s'il te plaît Albéric. Voilà, Albéric s'occupe de la direction technique, projet. Jérôme Chapelier, donc notre directeur qualité qui est devenu depuis le chef d'exploitation de nos champs d'ananas bio et de nos champs de canne à sucre bio. Aude, la responsable production qui est là. Donc il y a VTA qui n'a pas pu venir ce soir, hein, VTA Thiem. Il y a Lydie Gonon, j'en oublie encore, aidez-moi. Et Idy, bien entendu. Elle est là, Idy? Non, elle n'est pas venue. Alors, Lydie aussi, on en est très fiers. C'est une fille de Montréal qui a gravi les échelons chez nous et qui maintenant est chef du laboratoire. C'est une spécialiste en plus du vin d'ananas. Voilà la petite équipe qui travaille ici et j'en suis très très fier. Allez, on passe aux choses sérieuses. Donc, d'où viennent les Polynésiens? Alors, tout ce que je vais vous dire, bien entendu, c'est du conditionnel. Hein. On remonte tellement loin qu'il ne faut pas s'attendre à des certitudes. En plus, moi qui ne suis pas un scientifique, je ne vais pas m'amuser à ça. Donc, je remercie ceux qui m'ont donné des informations. Néanmoins, on va toujours prendre ça avec des pincettes. Donc, la carte est à moitié bonne. Je vais vous dire pourquoi. C'est une carte qui montre avant la couche glaciaire. C'est ça où vous pouvez facilement passer d'une région à une autre. L'eau est montée un peu plus haute, mais néanmoins, ça vous donne une idée. Donc, il y a eu une étude génétique qui a été faite en 2020 et qui donc a permis de voir d'où venaient les Polynésiens. Donc, ils venaient du sud de la Chine, là-haut, et c'est à peu près 8400 ans avant Jésus-Christ. Selon la théorie donc, du Out of Taiwan, il y a 6000 ans, donc 4000 ans avant Jésus-Christ, les habitants du littoral du sud de la Chine, qui étaient des cultivateurs, ça c'est intéressant, les gens qui sont partis de là-bas étaient déjà des cultivateurs à la base, mais ils pratiquaient le millet et le riz. On commençait à traverser le détroit pour s'installer à Taïwan. 2500 ans avant Jésus-Christ, ils sont partis. Alors il y avait des distances beaucoup plus courtes évidemment, hein, qui leur permettaient avec leur bateau d'atteindre, vous verrez un peu plus loin, il y avait entre 60 et 100, 150 km, de rejoindre des îles avoisinantes et de pouvoir envahir toute cette zone des Philippines, Sumatra, Bornéo, jusqu'à terminer leur petit tour. Ils ont envahi toute cette zone, ils ont rencontré des gens sur cette zone, ils ont continué à progresser pour arriver en Nouvelle-Guinée, où là, ils vont vraiment développer ce sens agronomique encore plus, en domestiquant bon nombre de plantes qu'on a ici maintenant chez nous. Alors voilà, donc comme je vous le disais, ce sont des agronomes de talent. Donc ils sont sur les hauts plateaux de Nouvelle-Guinée, donc après être passés à Bornéo, pas loin, et ils ont domestiqué le taro, le bananier, l'igname, l'arbre à pain et probablement des espèces de cocotiers et la canne à sucre, ça on en est sûr maintenant, à peu près 6000 ans avant notre ère. Ils pratiquaient déjà à l'époque l'irrigation, le drainage, les semis sous paillis, des rotations de culture qui comprenaient donc déjà à l'époque l'utilisation de fixatrices d'azote, de plantes fixatrices d'azote. Ils avaient déjà cette notion de faire grossir les plantes plus rapidement. Les Polynésiens vont donc s'enquérir de ces techniques et à partir de moins 1500, ils vont décider de partir à la découverte des îles inhabitées. Parce que jusqu'à maintenant, tout le parcours qu'ils ont fait, c'était habité bien entendu. Vous verrez plus loin dans la diapo, un peu plus loin, qu'il y avait déjà des gens qui étaient là depuis bien plus longtemps. Par contre, ces gens-là ont décidé de partir à la découverte d'îles inhabitées. Pourquoi, me direz-vous? Alors là, il n'y a pas beaucoup de réponses, mais il y a quand même deux pistes qui se présentent. La première, ils ne s'implantent pas lorsqu'il y a déjà du monde sur place. Je sais pas, ils doivent aimer ils veulent imposer leur culture. C'est vrai que quand ils sont partis de là-bas, ils ont rencontré plein d'autres cultures, hein, que ce soit en Nouvelle-Guinée, à Bornéo. Ils ont décidé de migrer plus loin, là où ils pourraient vraiment mettre en place leur culture. Et ensuite, la société d'époque donne la préférence à l'aîné, déjà là-bas, à l'époque, qui contraignent donc les autres à partir plus loin. Voilà les deux pistes sur lesquelles on peut dire pourquoi ils sont partis à la découverte d'îles inhabitées. Donc cette maîtrise des plantes sera utilisée par ces navigateurs hors pair. En ce qui concerne les embarcations, ça aussi c'est assez récent, hein, c'est Christophe Sand et Anderson qui ont vu qu'ils utilisaient certainement à l'époque des voiles rectangulaires, contrairement à ce qu'on peut dire, où ils sont venus depuis là-bas avec des voiles triangulaires. On verra un peu plus tard comment ceci s'est passé. Hein. Voilà. Donc je l'explique, des voiles carrées auraient été utilisées pour partir vers l'est. Vous avez une graphisme ici. Vous avez tous entendu parler des Lapita. Donc les ancêtres des Polynésiens orientaux ont bénéficié de nombreuses influences, comme je vous ai dit, hein, que ce soit micronésienne ou asiatique, avant de peupler les espaces de l'Océanie orientale.
D'après Peter Bellwood, la diffusion à travers l'Asie du Sud-Est d'un ensemble de traits culturels a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le Lapita. On parle plutôt de complexe culturel, comme je vous le disais, Lapita. C'est en quittant les archipels asiatiques, en se confrontant aux nouvelles réalités culturelles du monde pacifique, que dans l'archipel Bismarck, donc Nouvelle-Guinée, le Lapita va naître. Il pose les bases d'un mécanisme unique dans l'histoire du Pacifique occidental, le fameux peuplement d'espaces insulaires vierges. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient tous ces gens-là? Ils étaient surtout connus pour leur décor en poterie, ainsi que des habitations déjà sur pilotis. Elle inclut également une composante horticole et arboricole, très importante, on l'a déjà dit, l'igname, le taro, la banane, le hourou, la canne à sucre, et même des animaux comme le chien, la poule et le cochon. Voilà, donc vous allez voir, il y a plusieurs cartes. Ils partent donc, comme on l'a vu, de Taïwan, ils envahissent un peu toute cette zone d'Indonésie, il y en a même qui vont bifurquer qui vont descendre. Il y a déjà une population qui existe en Australie, ici, ils vont arriver en Nouvelle-Papouasie, Nouvelle-Guinée, et c'est là que le Lapita va se mettre en œuvre, puisqu'ils vont justement avancer vers des îles inhabitées. Pourquoi ils ont pu avancer comme ça? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, ils avaient des distances entre les îles, entre 60 et 350 km maximum. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pendant toute cette période? Ils ont fait du troc, ils revenaient en arrière, ils repartaient en avant en fonction des découvertes qu'ils faisaient. Jusqu'au Samoa, à peu près 600 ans ils ont mis pour prendre toute cette zone-là. Ça a été quand même relativement vite, puisque les îles étaient assez proches. Et ils vont arriver probablement vers l'an moins 1000 avant Jésus-Christ au Samoa. Alors je l'expliquerai aussi dans la diapo suivante. Comment on a pu être un petit peu plus précis sur les dates, jusqu'à maintenant, si vous connaissez le carbone 14, on s'est rendu compte qu'avec toute cette radioactivité qui existe sur la planète depuis plus de maintenant 80 ans, eh bien on se rend compte que c'est un souci. Donc maintenant, il y a des techniques beaucoup plus avancées, comme le pollen ou la bioluminescence, je crois. Voilà. Donc on dit à peu près arriver au Samoa, à peu près moins 1000 ans avant Jésus-Christ, et ils vont rester, écoutez bien, 1800 ans bloqués ici. Pourquoi? Parce que pour aller vers l'Est, il y a une distance beaucoup plus longue que les 350 km. Voilà, donc on revoit ici leur migration, Salomon jusqu'à Samoa. On voit également, vous voyez, les peuplades d'Australie, avec les aborigènes. Tous ces gens sont arrivés pratiquement moins 50, moins 60 000 ans avant. Voilà, moins 63 000 en Australie et Nouvelle-Guinée, moins 50 000. Je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils ont quitté la Chine à peu près moins 10 000, Taïwan moins 6 000, Nouvelle-Guinée moins 1600 et arrivé Samoa entre moins 1000 et moins 850 avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'ils étaient bloqués là pendant 1800 ans, pendant cette période, ils ont fait du troc, donc il y avait toujours la canne à sucre avec eux. Imaginez cette plante à naviguer et rester dans cette zone pendant pratiquement 1800 ans. Il y a d'autres Austronésiens, donc d'autres Polynésiens, qui ont décidé de prendre la route des îles Mariannes et des îles Marshall. Et ces gens-là ont dû rencontrer des difficultés supplémentaires, puisque eux, ils étaient vraiment plus au nord, ils avaient des distances plus longues, et c'est eux qui sont arrivés ici au Samoa, pratiquement pendant cette période des 1800 ans où ils ont tourné ici. C'est les voiles triangulaires qu'on voit un petit peu en haut, la fameuse voile en forme de crabe, qui leur a permis, justement à partir de là, de pouvoir aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Voilà, donc on peut voir que les départs pour Rarotonga, puisque c'était les prochaines îles après Samoa, c'était bien les Rarotonga, donc les îles Cook, à peu près, ils sont partis pour Rarotonga à peu près plus 780, pour arriver à Tahiti à peu près en l'an 1000. Bon, on parle souvent dans certaines revues, plus 200, plus 400, plus 500. Maintenant, la réalité serait plus proche des 1000 après Jésus-Christ. Thériault de l'université d'Hawaï à Manoa rapporte que les ancêtres polynésiens, autour de 800 ans, ont colonisé les îles centrales de la société entre 1025 et 1120 de notre ère et se sont dispersés entre la Nouvelle-Zélande, Hawaï et Rapa Nui entre 1190 et 1280. Pardon, 1190 et 1290. Ça veut dire quoi? En gros, entre 200 et 300 ans, ils ont découvert toute cette zone-là, qui est énorme, grâce à leur volonté d'aller vite avec leur pirogue. Voilà. On peut donc en déduire qu'elle a été introduite aux alentours de l'an 1000, je viens de le dire, domestiquer toutes ces plantes, de les maintenir, c'est ça qui m'a
qui me choque le plus et agréablement, c'est que justement cette culture, ils ont su la garder malgré ces grandes traversées à bord de leur bateau pour aller domestiquer ces îles, puisque je rappelle que ces îles étaient principalement couvertes de fougères et de certaines espèces d'arbres. Il n'y avait pas de fruitiers, il n'y avait pas toutes ces plantes-là qui ont été amenées par les Polynésiens. Alors, à travers ce périple, l'espèce sauvage qui aurait été domestiquée en Nouvelle-Guinée, alors on a discuté avec Marotea tout à l'heure, avec Olivier, apparemment il aurait des données un peu plus précises depuis qu'on a travaillé avec lui sur les origines et comment les Polynésiens ont travaillé, mais Marotea nous en parlera également. Ça serait donc la Saccharum robustum, elle aurait donné Saccharum officinarum, dont vous parlera tout à l'heure Marotea, pour une sélection humaine basée sur l'augmentation de la teneur en sucre et la diminution de la quantité de fibres, d'après donc tous les scientifiques qui sont nommés là. L'agriculture ancienne du triangle polynésien serait une agriculture de bouturage et de marcottage, ce qui confère une stabilité dans le temps aux variétés de plantes d'introduction polynésienne. Ça donne également une maturité des plantes plus rapide. Lorsque l'on bouture, la résultante est un clone qui compte donc le même nombre de chromosomes que la planète mère. Mais Marotea, tu en parleras mieux que moi. Au fil des siècles, jusqu'à l'arrivée des premiers Européens, les cannes à sucre en Polynésie seraient issues de la même espèce, donc le Saccharum officinarum, ayant connu une très longue histoire de domestication humaine pendant près de 10 000 ans, si on remonte au tout début. Alors, l'expansion. En 1768, de retour de son expédition, le capitaine Bougainville introduit dans les îles Maurice et la Réunion la variété tahitienne de canne à sucre, baptisée alors à l'époque Bourbon. La Réunion était appelée à l'époque l'île Bourbon. Voilà. Au même moment, le capitaine Cook rapporta cette même variété sous le nom Otaïti. Dans les colonies anglaises, cette canne Bourbon a été la plus cultivée au monde jusqu'en 1850. En français, on l'appelle Otaïti. Dans une revue, donc le Décade philosophique de 1799, on parle déjà de cette canne. Il y a environ 8 ans, l'une des Antilles anglaises a reçu des plants de canne à sucre d'Otaïti, naturalisées avec un étonnant succès dans l'île d'Antigua. Elles ont passé dans d'autres colonies, notamment à la Jamaïque. La canne Otaïti a une nuance moins foncée que la canne de ces îles et paraît même blanchâtre en comparaison de cette dernière. Elle réussit dans des terrains qui semblent trop appauvris pour nourrir la canne ordinaire. Elle pousse dans des temps qui arrêtent la croissance et le développement de celle-là. Et sa maturité, dont le terme ne va point au-delà d'une année, est quelquefois complète dès 9 mois. Donc là, elle avait un avantage. Autre dictionnaire, c'est celui Raisonné universel d'agriculture de 1809. On peut y lire « Il est avantageux d'introduire la culture de la canne à sucre au Tahiti dans les colonies occidentales. C'est une espèce particulière très belle et plus hâtive que celle des Antilles. » Donc elle a été trouvée là à Tahiti, île de la mer du Sud, où elle croît spontanément. Les Anglais l'ont transportée à Antigua, on l'a déjà dit, où elle s'est naturalisée. Et de ce pays, elle a été envoyée par ordre du gouvernement britannique dans d'autres colonies anglaises. Avant la Révolution, on commençait à la cultiver à la Guadeloupe et à la Martinique. Cette espèce réunit, dit-on, beaucoup d'avantages que n'a pas la canne des îles, donc la canne créole. Elle réussit dans les terres médiocres et dans des temps contraires à celle-ci. Ça, c'est très intéressant. Elle donne 4 écoles pendant que la canne des Antilles n'en donne que 3. Elle fournit 1/5 de vin de canne en plus et à quantité de jus égale, 1/6 de sucre en plus. Selon M. Lachenet, son sucre est plus facile à faire et plus beau. De sa cristallisation plus régulière résultent de grands vides entre les cristaux, d'où il y a une légèreté plus grande. Bon alors, vous allez me dire, mais pourquoi elle est tellement super cette canne et pourquoi ils n'ont pas gardé aussi longtemps? Même si je vous ai dit tout à l'heure qu'elle a quand même envahi toute la planète, cette canne au Tahiti. Les leçons de l'expérience ont appris que le sucre provenu de cette canne contient infiniment moins de sel essentiel que celle de l'ancienne. Il y a une perte réelle de 33% que le commerce en Europe ne tarderait pas de déduire du prix, en offrant que 60 francs par exemple du quintal de sucre de la canne au Tahiti, lorsqu'il en donnerait 90 pour le sucre de la canne créole. En fait, elle avait une valeur marchande par le fait qu'elle avait moins de sel. Je ne sais pas si c'est l'impôt de la gabelle ou quoi qui faisait ça à l'époque, mais en tout cas, elle avait un problème commercial, cette canne au Tahiti, malgré qu'elle était bien meilleure. Donc je conclus, face à cette spécificité, mais aussi à une culture intensive et au développement des nuisibles, justement la force des Polynésiens pendant toutes ces décennies et ces siècles, c'est d'avoir maintenu la canne de manière individuelle et non pas fait une culture intensive. Donc là-bas, ils l'ont fait, ça a développé des nuisibles, et donc par la suite, cette canne sera remplacée par des variétés hybrides plus résistantes aux maladies et plus productives. Par contre, c'est ce que je dis, voilà, la canne en Polynésie a été conservée, formant un formidable atout pour justement le développement de notre rhum agricole dont on va vous parler. Là, vous avez une photo, si tu peux revenir, assez intéressante, de 1934.
sur un champ ici de canne à sucre à Montréal. Alors je termine là-dessus. On l'a découvert il n'y a pas très longtemps. Merci à Jérôme d'avoir fouiné, d'avoir trouvé. C'est extraordinaire. On est à Opunouhou ici, et sachez qu'on a été ici, cette vallée a été la première cultivée en canne à sucre dans tout le Pacifique Sud de manière commerciale. Donc c'était il y a 203 ans. Et le titre, c'est la peur de l'esclavage a ruiné la première plantation de canne à sucre des mers du Sud. C'est issu d'un journal mensuel dont j'ai fait les copies ici, vous pourrez les regarder après. Je les ai traduites en français, et c'est très intéressant. Je vous donne juste le début. Et on pourra en parler après la présentation, plus tard si vous voulez. La plantation initialement prévue pour Tahiti était la première du genre à être implantée dans les mers du Sud. C'était aussi la première tentative d'agriculture à grande échelle par les Européens sur une île du Pacifique, à l'exception de l'île de Norfolk. L'homme qui a commencé était un Anglais appelé John Gleis, qui a été envoyé à Tahiti par la London Missionary Society en 1818 comme un agriculteur ainsi qu'un missionnaire. L'idée d'établir la plantation avait été suggérée au directeur de la London Missionary Society lors d'une visite à Londres en 1809 par le révérend Samuel Marsden, ecclésiastique pionnier et bouillant de Sydney. Il croyait, ça c'est très intéressant, il croyait que la plantation de canne à sucre ouvrirait la voie à la conversion des Tahitiens au christianisme. Il soutenait la théorie selon laquelle le commerce favorise l'industrie, la civilisation, et la civilisation ouvre la voie à l'évangile. Donc le voilà, ce monsieur, et quelque part heureusement, je vais dire, pour la Polynésie, ce monsieur-là, qui s'appelle Pomaré II, est intervenu. Au départ, il avait été plutôt pour, puisque lui était plutôt en guerre à Tahiti. Il y avait eu pas mal de difficultés. Gleis est arrivé, il a commencé à trouver il parle d'indigènes dans le récit, donc des locaux, pour aller planter la canne. Il avait fait venir un moulin qui a été mis ici à côté de Papeto'ai. Alors, je n'ai pas le lieu exact, il faudrait peut-être qu'on recherche, mais ça peut être intéressant. Donc, il y a eu un moulin à presse de canne ici sur Papeto'ai. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite, il a essayé de les inciter en leur donnant du tissu, principalement, pour les faire travailler. Mais au bout d'un moment, on pense qu'ils étaient pilotés par le roi, Pomaré II. Ils ont demandé à être payés avant d'aller travailler. Alors, évidemment, ça a posé problème pour M. Gleis. Et il a dû embaucher des prisonniers de la prison, des déserteurs également, pour essayer de faire tourner le moulin. Le problème, c'est qu'il a essayé de remotiver en leur offrant des bibles, en leur offrant des bouquins, enfin des choses pour essayer de les... Ça a marché une semaine, mais très très vite, ça a tourné au vinaigre, puisqu'il y a un des Polynésiens ici qui a mis le feu au moulin. Et donc là, il est parti en catastrophe sur Tahiti. Et il a essayé de voir Pomaré II pour trouver une solution. En fait, Pomaré II avait déjà pris sa décision. Il avait rencontré un capitaine d'un navire ici qui lui avait dit « Fais attention, tu sais que si jamais la plantation se développe et si ça devient un vrai business, un vrai commerce, eh bien, ils vont certainement exploiter les Polynésiens pour en faire des esclaves. » D'où le titre « La peur de l'esclavage a ruiné la première plantation ». Alors pour finir, vous verrez, en fait, cette plantation est tombée un peu en désuétude. En 1839, elle a été reprise par un autre Anglais, et puis finalement, c'est un Italien, 25 ans plus tard, qui a continué à la faire fonctionner. On a fabriqué du sucre ici à Montréal. La petite presse qu'il y avait là, donc le petit moulin, avait été redémonté, mis dans un premier temps à Tahiti, et ensuite c'est Wainé et Reatea qui se sont développés derrière. Il y a eu également du sucre dans ces trois îles. Voilà, c'était intéressant de voir tout ce développement de la canne et voir comment, pendant pratiquement 3000 ans, cette petite canne au Tahiti a traversé les mers et est arrivée jusqu'à nous. Et la chance que l'on a, ce que va nous expliquer Marotena, c'est qu'on l'a toujours alors qu'ailleurs sur le reste de la planète, et surtout aux Antilles, à La Réunion et en Guyane, ils ne l'ont plus, ou quasiment plus en tout cas. Voilà, Marotea. Bien, merci beaucoup Jean-Michel pour toute cette présentation historique qui nous rappelle effectivement que les peuples polynésiens est un peuple de navigateurs et qu'ils avaient énormément de connaissances et de pratiques culturelles qui les ont amenés jusqu'à les pratiques qu'on peut avoir aujourd'hui, dont on hérite. Alors je ferai juste moi pendant 2 minutes une petite aparté sur la présentation de ce soir, puisque
puisqu'en fait, si on parle des cannes à sucre au Tahiti aujourd'hui, et si on vous parle de rhum, eh bien, c'est pas une vision de l'esprit. C'est que il y a une vraie mouvance qui se crée, avec une filière qui se développe. Et je pense que c'est important de le souligner, puisque on peut faire des présentations scientifiques tant qu'on veut, s'il n'y a pas de fondement derrière, en tout cas pour un sujet appliqué comme celui-ci, eh bien, finalement, ça peut rester des faits isolés dans l'histoire. Aujourd'hui, voilà, on a des entreprises qui peuvent être concurrentes sur certains aspects, mais qui se sont alliées pour pouvoir créer de l'emploi, pour pouvoir répondre à nos ambitions. On est très ambitieux sur cette filière, on va très vite. On a 50 hectares déjà de plantés dans l'ensemble des îles. Il y a plusieurs projets qui se montent, on espère arriver à 100 hectares peut-être d'ici l'année prochaine. Et notre ambition, c'est d'avoir 1000 hectares en Polynésie d'ici une vingtaine d'années. Donc, voilà le pourquoi de cette présentation, et voilà le pourquoi aussi d'aller rechercher dans l'histoire quels sont nos atouts, qu'est-ce qui peut nous apporter un plus par rapport à nos concurrents extérieurs naturellement, et il se trouve que la canne au Tahiti en fait partie. Donc c'est la partie que je vais vous présenter, qui est un des volets de ma thèse. Alors moi je fais une thèse pluridisciplinaire, donc la génétique est un des volets. Je ne suis pas généticien, donc je demanderai à Serge la plus grande indulgence lorsqu'on passera aux questions, mais c'est un volet qui est capital pour comprendre la singularité de nos cannes. Voilà, j'ai pris 3 minutes et maintenant j'enchaîne sur mes 15 minutes réglementaires. D'ailleurs, Jean-Michel, bravo pour le timing, c'était bien respecté. Donc, comme vous l'a souligné Jean-Michel, Saccharum robustum en Nouvelle-Guinée est la plante de départ. C'est la plante de départ qui va donner naissance ensuite à Saccharum officinarum. Alors c'est très controversé, quand on parle de plantes, Serge l'a souligné au départ, il faut faire attention à ce qu'on dit. Vraiment, on a beaucoup de mal à affirmer quelque chose de façon absolument sûre. Mais il se trouve que les Saccharum officinarum a suivi les migrations des peuples d'Océanie vers la Polynésie, mais pas que, également vers le bassin méditerranéen. On a différentes plantes en fait qui se sont aussi développées, sans doute issues de croisements naturels, un peu à l'image des croisements qui se sont faits à l'échelle moderne par les breeders dans les années 1900, qui sont Saccharum sinensis et Saccharum barberi, et qui sont encore cultivés actuellement dans toute l'Asie du Sud-Est. Donc ces Saccharum officinarum, voilà, ils ont accompagné les peuples d'Océanie occidentale vers la Polynésie, ils les ont trimballés d'île en île, ils les ont sélectionnés, donc ils les ont reproduites par bouturage, ils les ont conservés dans leur pirogue, et ils ont pu ainsi les sélectionner et les amener jusqu'à nous aujourd'hui. Ça, c'était l'histoire des migrations anciennes. Ensuite arrivent les Européens. Les Européens, ils arrivent avec Wallis, avec Bougainville, avec Cook. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils amènent des cannes avec eux. Et c'est là que ça se complique pour nous, pour retrouver les véritables cannes à sucre. Parce que dès là, c'était déjà le bazar avant entre les Polynésiens. Mais quand les Européens s'y mettent, ils voyagent beaucoup, ils font le tour du monde. Et eux, ils ont un business qui s'appelle le sucre. Et ce business est très important à l'époque. Ce qui fait que Bougainville, quand il arrive à Tahiti en 1768, il arrive, selon les écrits et la littérature ancienne, avec 2 cannes à sucre qu'on a retrouvées aujourd'hui, qui sont toujours présentes en Polynésie. Et donc, c'est des cannes qu'on appellera d'introduction polynésienne ancienne, d'introduction européenne ancienne. Et ensuite, Bougainville découvre à Tahiti la fameuse canne au Tahiti, et effectivement, il va ensuite à l'île de la Réunion, puis tout autour du monde pour développer cette canne à sucre. Je ne reviens pas dessus. C'est la première canne cultivée jusque dans les années 1850, 1880, en tout cas, fin du 19e siècle. Alors, Jean-Michel tout à l'heure nous a dit effectivement cette canne elle est magnifique, pourquoi diable-t-on l'aurait-on arrêtée? Et bien en fait elle est magnifique, mais elle est magnifique avec 2 trucs très pratiques. Donc un premier truc, quand on ne paye pas la main d'œuvre, qui s'appelle l'esclavage, et un deuxième truc qui s'appelle pas de maladie. Il se trouve que quand on arrête l'esclavage en 1794, ça met un peu de temps à se mettre en place, hein, d'ailleurs ça met plusieurs siècles en fait, mais l'abolition de l'esclavage et l'apparition de virus vont décimer complètement les plantations de cette belle Saccharum officinarum au Tahiti. Et il se trouve que dans le monde entier, eh bien, le rendement en sucre n'est plus à la hauteur. Et qu'est-ce que vont faire l'ensemble des gouvernements? Eh bien, l'ensemble des gouvernements, à cette époque-là, ils vont investir massivement dans des centres de recherche pour répondre à la demande en sucre. Il faut savoir qu'à l'époque, le sucre, ça vaut très cher. Et c'est très demandé. Et donc, ils vont tester, voilà, d'hybrider cette plante avec tout un tas d'autres espèces interfertiles, donc des espèces saccarifères. Et il se trouve que le Saccharum spontaneum est la plante qui permet d'apporter au niveau chromosomique de la biomasse, enfin au niveau chromosomique,
tout ce qui va être nécessaire pour produire de la biomasse, pour produire de la vigueur et faire des espèces de super cannes qui vont résister au virus et qui vont pousser tellement vite qu'il n'y aura plus besoin de désherber à la main au pied. Donc globalement, ce procédé, il a été appelé procédé de nobilisation. C'est à cette époque qu'on commence à parler de cannes nobles. Avant, on ne parlait pas de cannes nobles. Pourquoi est-ce qu'on appelle les officinarum ancestrales les cannes nobles? Eh bien, c'est parce que on est venu anoblir le Saccharum spontaneum, qui est très vigoureux, qui apporte beaucoup de biomasse et qui permet de résoudre les problèmes qu'on rencontre avec l'officinarum. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est l'anobilisation du spontaneum par l'apport des officinarum qui fait nos cannes nobles aujourd'hui. Naturellement, dès que les hommes ont découvert ces fameuses variétés hybrides, hybride était un abus de langage, ces fameuses variétés modernes, eh bien, ils se sont mis à cultiver plus que ça. Et du coup, eh ben, la canne au Tahiti, aux oubliettes. Et toutes les officinarum en général d'ailleurs. Donc, c'est intéressant quand même de savoir que la canne au Tahiti, elle fait partie des variétés d'origine des milliers de cannes à sucre qui ont été créées dans les centres de création depuis 1900. Il y a une dizaine de cannes, la Black Cherry Bonne, la Batavia et la Tahiti en fait partie. Alors comment est-ce qu'on produit des cannes à sucre? J'ai voulu faire cette diapo parce que c'est important de comprendre qu'une canne à sucre, elle se multiplie par bouturage, exclusivement d'un point de vue agricole. Quand on fait une reproduction, vous voyez sur la photo en bas à droite, ça c'est les techniques qu'on utilise actuellement pour reproduire la canne à sucre. On a des parents femelles qui sont en général les officinarum, on a des parents mâles. Il faut que les cannes fleurissent, c'est pas évident, ça fleurit pas au même moment. Et surtout, il faut maintenir la fleur dans un état de production de semences qui va être propice à la fécondation. Et sur la canne à sucre, c'est des conditions qui sont extrêmement particulières, d'humidité, de température, c'est très compliqué. Il faut savoir que ça n'arrive vraiment quasiment jamais à l'état naturel, c'est extrêmement rare. C'est une force pour le traçage, je dirais, génétique des plantes, mais en revanche, eh ben, c'est une faiblesse quand on veut créer une nouvelle variété. C'est extrêmement compliqué. Donc il a pu arriver que les Polynésiens, parce qu'ils étaient loin d'être stupides, et il y a un exemple qui est très marquant, c'est le To'aeho, donc que les Polynésiens aient hybridé eux-mêmes ces plantes. Il faut savoir qu'en Polynésie, il n'y a pas de spontanéum. Comment on le sait? Parce que tous les botanistes d'époque, qui ont écrit depuis le 19e siècle, ont constaté, en l'appelant spontanéum, qu'il y avait de la présence de To'aeho, mais surtout de Aeho. Aeho, c'est quoi? C'est le roseau polynésien. Et il se trouve que ce Aeho, c'est pas du tout du spontanéum, c'est un Miscanthus floridulus. Ça vous dira rien, mais pour résumer, c'est pas du tout la même plante. Et donc il se trouve qu'on a beaucoup de Miscanthus en revanche, en Polynésie. Et que ce Miscanthus, il est possible qu'il ait été hybridé par les Polynésiens pour donner naissance au To'aeho. Comment se fait-il que les Polynésiens qui ont de la canne à sucre, du To, qui ne ressemble pas du tout à Miscanthus floridulus qui s'appelle Aeho, appellent une plante To'aeho? Enfin, je sais pas, moi j'ai mis l'hypothèse très clairement que c'est une plante, un hybride intergenre, intergénérique, qui pourrait être d'origine polynésienne en l'occurrence. Donc il faut comprendre qu'on est vraiment sur quelque chose de très complexe au niveau des cannes à sucre. Et donc on a des croisements sauvages, naturels et spontanés qui ont pu avoir lieu environ moins 1500, moins 6000, enfin en tout cas depuis que les plantes existent. Des croisements sans doute réalisés par l'homme entre moins 1000 et 1000, en tout cas par les Polynésiens, lorsqu'ils ont pris ces cannes, je parle que de la canne à sucre, hein, donc lorsqu'ils ont pris ces cannes et qu'ils les ont trimballées d'île en île et qu'ils les ont cultivées dans les îles où ils arrivaient. Et puis on a des croisements récents qui sont réalisés par l'homme, et ceux-là, on sait qu'ils sont récents parce qu'ils existent que depuis les années 1900. Et je vous montrerai après pourquoi on arrive à les distinguer. Donc ce graphique, c'est un graphique très récent, c'est un graphique produit par l'unité de recherche du Sierra d'Agap à Montpellier avec lequel je travaille sur la partie génétique de ma thèse. Et donc qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre différents groupes d'individus. Les officinarum, vous vous rappelez, c'est les cannes nobles, c'est les cannes au Tahiti. Elles sont complètement à droite. Les spontanéums, c'est la plante qui n'existe pas en Polynésie, celle qu'on a confondue avec le Aeho, et qui, lorsqu'on la croise depuis les années 1900 avec les breeders, va donner les cannes modernes. Complètement à gauche, les spontanéums. Au milieu, ce qu'on appelle les cultivars, le cercle rose. Les cultivars, ce sont les variétés modernes issues du croisement de spontanéum et d'officinarum. Ce sont les variétés modernes qu'on utilise aujourd'hui dans toutes les sucreries, qui ont été créées à partir de 1900.
Et les variétés ancestrales qui sont sans doute issues de croisements entre Officinarum et Spontaneum, on les retrouve ici, Barbarie et les deux hybrides qui sont isolés. Ça, ce sont des variétés sauvages qui sont sans doute des hybrides d'Officinarum et de Spontaneum. Mais on pourrait dire Spontaneum, Officinarum, Robustum, finalement, qui est issu de qui? Eh bien, on peut remarquer que le Robustum, il est pile poil entre les cultivars et l'Officinarum. On a donc finalement une espèce d'évolution des variétés nobles avec les migrations des Polynésiens et des variétés qui se sont de plus en plus spécifiées du fait de l'isolat géographique, je parle avant l'arrivée des Européens, hein, qui seraient les Officinarum, et les variétés modernes qui se trouvent pile poil au milieu. Donc ça rejoint finalement la carte des migrations que je vous ai présentée tout à l'heure, avec le Robustum dans le plein milieu, la Nouvelle-Guinée, les Officinarum et les migrations polynésiennes, et ensuite Saccharum sinensis et Barberie, avec les Spontaneum dans un autre sens. À l'opposé, pardon. Donc, alors, ça c'était la génétique. Maintenant, il faut comprendre qu'à l'état morphologique, il n'y a pas besoin de faire de génétique pour distinguer une canne moderne d'une canne ancestrale. Une canne ancestrale Officinarum, une canne noble, vous la voyez, c'est en plein milieu sur la photo. C'est une variété qui avait un gros diamètre, avec des entrenœuds très courts, qui produit moins de biomasse, qui est moins haute, qui a moins de talage, c'est-à-dire moins de nombre de tiges par pied. C'est des variétés qui sont moins productives, tout simplement, que celle qui est complètement à droite. Ça, c'est une variété moderne. Et vous pouvez rendre compte que cette variété moderne, les entrenœuds sont longs, il y a tout un tas de critères qui font que c'est des super cannes, qui en plus sont résistantes au virus, etc., etc. On a différents critères morphologiques, donc, qui nous permettent de façon très claire de les distinguer. Après, ça va être plus difficile de distinguer une Saccharum Officinarum Otaiti d'une Saccharum Officinarum de l'océan Indien, par exemple. Là, ça va être plus compliqué. Mais entre le Spontaneum, l'Officinarum et les variétés modernes, on peut les distinguer assez facilement. Vous verrez que ces cannes, elles ont différents usages. Donc, elles ont des usages pour produire de la biomasse, pour produire du sucre, des cannes à sucre. Donc ça, c'est les variétés modernes que vous trouvez complètement à droite. On peut faire du canne pour l'arôme aussi. C'est-à-dire que je vais faire un petit parallèle rapide sur les Saccharum Officinarum. Une hypothèse que j'avance dans ma thèse et dans mon projet de recherche plus globalement, c'est un petit parallèle avec le vin. Donc je pense que tout le monde s'y connaît suffisamment en vin pour savoir qu'un merlot est différent d'un cabernet sauvignon, d'un pinot noir, d'un tokay, d'un mourvèdre, etc. Cette notion de cépage est très importante en vin. Et bien c'est un peu la même chose pour la canne à sucre, selon moi. Les Officinarum, elles sont toutes un peu différentes les unes des autres. Mais comme on ne les cultive plus, on a oublié leurs différences. C'est un peu comme si aujourd'hui, on avait zappé toutes les vieilles variétés, tous les vieux cépages, et qu'on faisait du Merlot 1, du Merlot 2, du Merlot 3, du Merlot 4. En Californie, on fait du Merlot 225. Au Chili, on fait du Merlot 2272. Alors, on aurait des vins différents parce qu'on a l'effet terroir. Mais l'aromatique apporté par la plante, on l'aurait complètement zappé. Le pinot noir, il existerait toujours. Et nous, c'est ce qu'on avance aujourd'hui avec nos Officinarum. C'est qu'on a une propriété aromatique à faire valoir avec ces cannes. Et puis, on a enfin des usages qui sont de service. C'est-à-dire que sur la photo en haut à gauche, vous voyez sur la partie de droite le To'aeho, qui lui est un hybride intergenre d'Officinarum et de Maximum, et donc qui fait qu'on a un pouvoir couvrant très rapide, et qu'en agriculture biologique, et même pas que, même en agriculture conventionnelle, ça pourrait servir. Alors voilà toute la liste des cannes actuelles. Donc à droite, il y a 17 variétés. Ce qui est important de retenir ici, je ne vais pas toutes vous les lister, on a toutes les variétés modernes qui sont en bas, on a toutes nos variétés d'introduction ancienne polynésienne, d'introduction ancienne européenne, et surtout celles qui ont été nommées par les Polynésiens. Et ce qui est important, c'est le recoupement avec la littérature. C'est-à-dire que la littérature ancienne, soit des botanistes, des navigateurs, soit des botanistes spécialistes qui ont fait un passage en Polynésie à des fins professionnelles, eh bien, on a deux grosses références qui sont Henry en 1928, mais surtout Cusat en 1860, qui est vraiment un ouvrage de référence, qui font état de différentes variétés avec des descriptions, et ces descriptions qu'on a réussi à recouper avec les constats morphologiques qu'on fait actuellement de nos jours. Naturellement, là je vous présente ça a été un travail assez compliqué parce qu'il y a des contradictions entre les sources, et donc on a travaillé avec différents botanistes qui sont Jean-Yves Meyer et Jean-François Buteau sur ce projet. On a mis 3 ans et aujourd'hui on peut produire cette liste. Donc aujourd'hui, moi je vais publier prochainement une liste qui sera publiée au PSEO, je pense, parce que c'est une publication locale, d'une liste contemporaine de canne à sucre. Ce qui est important,
c'est de voir que les cannes Haute-Tahiti de Bougainville, c'est ce groupe. C'est-à-dire que c'est le groupe des cannes qui sont décrites par Cusat, qu'on a retrouvé ici plusieurs siècles après, et qui sont encore présentes. Mais c'est un résultat finalement qui, d'un point de vue valorisation pour notre filière Rhum, est limité. Selon moi, pourquoi? Parce qu'on a des cannes. Quand Bougainville est arrivé, il est arrivé avec des cannes. C'est pas les cannes des Polynésiens. Nous, on veut les cannes de nos ancêtres. Et les cannes de nos ancêtres, c'est lesquelles? Rappelez encore un coup pour faire disparaître. Voilà. Eh bien, moi j'ai mis l'hypothèse que ce seraient celles qui sont d'introduction polynésienne ancienne, et donc exit to Ute, exit to Oopu. Donc ce sont des cannes qui ont été nommées par les Polynésiens, mais qui correspondent parfaitement aux descriptions qu'en fait Bougainville, enfin ses botanistes, et en même temps, la littérature se recoupe avec les travaux de nos confrères hawaïens, qui ont eux aussi ces mêmes variétés, et qui m'ont confirmé donc que, effectivement, ces deux variétés n'étaient pas d'introduction polynésienne ancienne. Donc on aurait toute une liste de variétés, on a 1, 2, 3, 4, 5 officines à Rhum, et 2 maximum, donc croisement intergenre, qui pourraient correspondre à ces variétés trimballées d'île en île par les Polynésiens et qu'on pourrait utiliser aujourd'hui dans nos rhums. Alors ces variétés, en même temps, on ne les a pas inventées, hein, donc vous voyez bien d'un point de vue morphologique qu'on a des différences notables qui nous ont permis d'aller un peu plus vite au départ, mais finalement, quand on a voulu creuser, il a fallu prouver, ça a été un peu plus long. Donc to irimotu, to rearea, to ute, rotu, piavare, oura, oopu, voilà, donc toutes ces cannes. Qu'est-ce qui nous permet de dire finalement que ce sont les cannes Haute-Tahiti d'introduction polynésienne ancienne? Eh bien c'est qu'on les a trouvées partout où on est allé. Et ça, c'est quand même bon signe. C'est bon signe, pourquoi? Parce que à Hawaï, ils ont les mêmes. On les a trouvés à Rurutu, on les a trouvés à Tahiti, à Moorea. Alors, on ne les a pas toutes trouvées exactement partout, mais on en a trouvé au moins 3 ou 4 de chaque variété, partout où on est allé. La photo que vous voyez, par exemple, elle vient de Nukuhiva. J'ai jamais mis les pieds à Nukuhiva. J'espère que grâce à ce projet, je pourrai y mettre les pieds, parce que ce serait quand même un compte que je ne puisse pas aller vérifier moi-même s'il y a toutes ces variétés sur place. Mais en tout cas, la personne avec qui on travaille sur place nous a envoyé cette photo et on a pu faire le recoupement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la variété moderne, qu'on suppose être moderne, c'est pas sûr, hein, on y va avec des pincettes, c'est du végétal, eh bien elle, on l'a retrouvée qu'Areatea. Alors maintenant, elle est partout. Elle est à Taha, elle est à Rangui, elle est même à Nukuhiva, elle est partout, elle est à Moorea surtout. Mais à l'origine, on l'a trouvée où? On l'a trouvée à Areatea. Et ça, c'est pas bon signe, parce que si on la trouve que à Areatea, qu'on la trouve pas ailleurs, qu'en plus, il n'y a pas de spontanéum dans la littérature, qu'en plus, elle est dans le groupe des cultivars, vous voyez le petit graphique que je vous ai remis. En fait, cette canne qu'on a appelée RRV, elle est là. RRV Tahiti. Et toutes les autres variétés modernes, donc c'est exactement la même chose. JR Tahiti, Bambou Tahiti, elles sont là, tous les cultivars. Alors que nos officines à Rhum, celles qui sont ici, ils sont là. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, même s'il faut avancer ce résultat avec beaucoup d'humilité et vraiment avec des pincettes, on est capable de produire une liste de variétés d'introduction polynésienne ancienne qu'on aurait retrouvées aujourd'hui. Alors on peut aller plus loin, et ça c'est donc un sujet qui dépasse un peu le cadre de ma thèse, qui est aussi un des sujets de l'équipe de recherche avec laquelle je travaille, donc le labo de génétique de l'UMR à Gap à Montpellier. On peut se poser la question d'un sous-groupe d'officines à Rhum, c'est-à-dire que finalement il faudrait faire un zoom à ce niveau-là, et il faudrait introduire des marqueurs de type métabolites secondaires, c'est-à-dire aromatiques ou d'autres. Il faudrait introduire toute une démarche supplémentaire pour pouvoir mieux les caractériser, mieux les isoler et vérifier si on n'a pas la possibilité d'apposer de l'action polynesiensis, c'est-à-dire Saccharum officinarum polynesiensis, pour ces variétés de canne à sucre pour la valorisation de notre filière. Je vais faire un parallèle pour terminer assez rapide que vous comprendrez tous. Il y a bien de la Vanilla tahitiensis en Polynésie. Pourquoi diable n'y aurait-il pas de la Saccharum officinarum polynesiensis? Toujours est-il qu'il faut le prouver. Donc, allez pas croire qu'il y a des Polynésiensis, hein. C'est une hypothèse de travail, et en tout cas, c'est une hypothèse de travail qui aujourd'hui n'est pas une vision de mon esprit, mais partagée par un centre de recherche en métropole, qui sont vraiment des sommités dans leur domaine. Bien, j'en ai terminé pour ma présentation. Étienne, je vais te laisser parler de ce qui nous intéresse le plus, et c'est bien vu d'avoir mis en fin de présentation le rhum. Merci Marotea.
effectivement, la canne au Tahiti, la canne de manière générale, c'est sympa, mais on n'en parlerait pas ou peu si on ne produisait pas de rhum avec. Je vais vous parler de rhum, évidemment. Alors, avant de ça, relater quelques faits historiques sur cette histoire du rhum. La première datation dans les écrits anciens est un général ou amiral d'Alexandre le Grand, qui note dans une campagne indienne qu'il trouve un roseau indien qui produit du miel sans l'aide des abeilles. On élabore une boisson enivrante. Là, on est sur un vin de canne ou un mou de canne, on n'est pas encore sur du rhum. Mais voilà, il y avait cette première description historique de la découverte de la canne à sucre par on va dire, les premiers Européens occidentaux. Christophe Colomb, là je passe pas mal de siècles, Christophe Colomb est un peu le grand-père de la canne à sucre, puisqu'il a introduit la canne dans les Antilles à la fin du XVe siècle, des variétés à l'origine qui étaient cultivées dans le bassin méditerranéen, à Madère, aux Açores, aux Canaries, et la canne à sucre, par l'impulsion des Espagnols dans l'ensemble des Caraïbes, puis des Portugais au Brésil, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, la canne à sucre est devenue vitale pour ces empires, comme Marotea et Jean-Michel l'ont souligné. C'était un business très important. Les colonies devaient rapporter de l'argent aux empires. On a parlé plus tard de comptoirs commerciaux, mais c'était vraiment l'objectif. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Au XVIIe siècle, c'est là, à partir de là, qu'on va relater les premières traces de l'existence et de l'apparition du rhum. Le rhum, donc de l'eau de vie de canne. McCusker, en milieu du XVIIe, décrit « hot, hellish and terrible liquor », qui sera baptisé à ce moment-là « Kill Divine », donc « tue diable » pour la traduction, ou « rum bullion ». L'origine du mot « rhum » vient de ce terme-là, tumulte, rum bullion. En français, on a parlé de Gildiv, donc la traduction de Kill Divine, puis Tafia. Et le père du tertre, dans son histoire des Antilles, histoire générale des Antilles, parle là des écumes des secondes et troisièmes chaudières, et tout ce qui se répand en le remuant tombe sur le glacis des fourneaux et coule dans un canot. Il est réservé pour en faire de l'eau de vie. Là, on est déjà dans l'industrie sucrière, et le résidu de cette industrie sucrière, qui s'appelle la mélasse, permet effectivement la production des premières eaux de vie issues de canne à sucre. Début 18e, c'est une date que je vous ai mise, parce que la distillerie Montquet, c'est la création de cette distillerie à la Barbade. Aujourd'hui, c'est une distillerie qui est toujours en activité, qui produit toujours des rhums, et donc c'est la plus vieille distillerie au monde, aujourd'hui encore en activité pour la production de rhum, bien entendu. Fin 19e, début 20e siècle, le rhum va se développer en Europe. Jusqu'à présent, c'était une boisson qui était principalement consommée par les esclaves, qui a permis notamment aux colons de mettre en place leur commerce triangulaire et de pouvoir acheter de la main-d'œuvre en partie grâce au rhum. Le rhum n'était pas de très bonne qualité non plus à cette époque-là. Par contre, fin 19e, début 20e, les techniques évoluent. Une mode se développe, notamment à travers les punchs, les rhum punch, qui étaient dégustés dans les salons occidentaux. C'est aussi à cette époque-là qu'on va connaître un déclin de la production sucrière dans les colonies, pour le fait historique de l'abolition de l'esclavage, comme Marotea l'a souligné, mais aussi parce que l'Europe se met à produire de la betterave sur son sol, et qu'il est beaucoup plus économique de faire du sucre du coup sur place plutôt que d'aller le chercher dans les Caraïbes. Et puis enfin, très récemment, je note au XXIe siècle, il y a une vraie montée en gamme du marché du rhum de manière générale, qui va calquer et suivre un petit peu les codes du whisky appliqués il y a déjà un peu plus de 25 ans. Et il y a un phénomène de mode qui se crée autour de cette eau de vie, et on s'inscrit aujourd'hui dans cette tendance, donc un vrai intérêt effectivement économique aujourd'hui à pouvoir proposer du rhum polynésien pour nous résidents en Polynésie, mais à l'échelle du marché international. Au niveau de la Polynésie, Jean-Michel en a un petit peu parlé.
On a également eu de la production sucrière et rhummière dans nos îles entre le milieu du 19e et milieu du 20e siècle. Certes, les Occidentaux ont mis en place leur commerce triangulaire dans les Caraïbes pour la proximité géographique. Néanmoins, les colonies éloignées devaient également rapporter de l'argent aux empires. Donc, il y a eu des installations sucrières en Polynésie, donc les premières productions en 1818 sur Tahiti et Moorea. Dès la fin du 19e, on note 70 000 litres de rhum déjà exportés sur l'Europe. On n'en est pas encore là aujourd'hui, on espère bien entendu y arriver, mais il y avait déjà donc, de la production de rhum ici en Polynésie et du rhum qui était exporté. 133 hectares de cannes cultivées, dont la majeure partie à Atimaono. À l'époque, on comptait déjà 4 usines sucrières et 5 distilleries. Donc il y avait déjà un vrai tissu économique autour de la canne à sucre sur nos îles. Début 20e, je vous en ai parlé, donc déclin de la production de sucre et de rhum. En 1932, on est passé de 70 000 à 33 000 litres. 1969, c'est la dernière récolte à Atimaono. Et ce n'est que dans les années 80 que David Moog va replanter de la canne à sucre à proximité d'ailleurs du domaine d'Atimaono. Sa distillerie Tamoe Rhum est installée à Papara. Il obtient sa licence pour distiller, puisqu'il vendait principalement du jus de canne frais sur les marchés. Il obtient sa licence en 1992, et à l'époque, il valorisait certes la canne à sucre, mais il importait également de la mélasse, et il proposait dans ses rhums un blend, un mix, un mélange de rhum pur jus de canne et de rhum de mélasse. Il le faisait parce qu'il avait identifié que les Polynésiens, le goût polynésien, allait vers des rhums assez ronds, assez doux, assez gourmands. Et donc dans cette technique, dans son savoir-faire de fabrication, il a décidé de faire ainsi. Ce n'est qu'en 2015, donc très récemment, que finalement on repropose sur le marché des rhums pur jus de canne, donc 100% issus de la fermentation et de la distillation de canne à sucre. Comment est-ce qu'on fabrique du rhum ? Et du rhum agricole en particulier. Alors évidemment, on a la matière première qui est la canne à sucre. Cette canne, elle va être coupée, elle va être livrée, ce qu'on appelle un moulin, un broyeur, donc on va presser la canne. D'un côté, on obtient un pur jus de canne, de l'autre côté, on récolte un résidu fibreux qu'on appelle la bagasse, qu'on va réutiliser en compost organique dans les champs, dans les plantations, pour les remettre dans les allées, pour ralentir la pousse des mauvaises herbes. Ce jus, ensuite, va être mis en fermentation avec l'ajout de levures, donc de levures exogènes qui vont aider les levures indigènes à prendre le relais. Une fermentation, c'est une opération donc ces levures sont des micro-organismes vivants, vont se nourrir du sucre naturellement présent dans le jus. Et en mangeant ce sucre, elles vont le transformer en alcool. L'opération de fermentation, elle va durer en moyenne entre 3 et 6 jours chez nous, à l'issue desquels le jus de canne s'est transformé en vin de canne ou en mou de canne, où le degré alcool va osciller entre 5 et 9 degrés en moyenne. C'est ce vin de canne, c'est ce mou qu'on introduit dans les appareils à distiller, que ce soit des colonnes à distiller, ou que ce soit des alambics, principalement des alambics chez nous. Et le phénomène de distillation, c'est qu'on va chauffer ce mou, on va chauffer ce vin. Des vapeurs vont transformer le liquide en gazeux, et on va recondenser ces vapeurs, donc un phénomène de concentration de l'alcool, si bien qu'en sortie de nos alambics, on va couler une eau de vie de canne qui va titrer en moyenne 80 degrés. Donc pour vous donner des ordres de grandeur, si on distille 6000 litres de jus, de mou, on va récolter en moyenne 300 litres de cœur à 80 degrés. C'est le rhum blanc. C'est le rhum blanc à fort degré qui sort de nos alambics. Ce rhum blanc, on va le stocker dans des cuves inox, où on va le laisser reposer pendant 3 mois. Et cette étape de repos va nous permettre d'aérer l'eau de vie, de la brasser et de la réduire lentement. La réduction se fait avec de l'eau et va nous permettre de passer de 80 degrés au degré d'embouteillage, donc sur une bouteille à 40 ou à 50 degrés pour des rhums blancs, ou au degré d'entonnage pour les rhums qui ensuite passent dans des fûts, passent dans nos chais pour le vieillissement, où là, ils vont évoluer entre 1 à 3 ans pour ce qu'on appelle les rhums élevés sous bois ou les rhums ambrés, et un minimum de 3 ans et plus pour les rhums vieux. Donc voilà le principe de production du rhum agricole. Et Jean-Michel, si tu cliques,
Il est important de souligner que le rhum agricole à l'échelle mondiale, c'est à peine 10% de la production du rhum sur la planète. Je vous ai parlé de mélasse, 90% du rhum que l'on achète, que l'on consomme à l'échelle planétaire, est issu de mélasse. La mélasse, c'est le résidu de l'industrie sucrière. C'est qu'une fois qu'on a cuit notre jus de canne et cristallisé les sucres, on a ce composé qui ressemble à une sorte de résine un peu visqueuse, qui est encore riche en sucre, et c'est cette mélasse qui est utilisée pour fabriquer la plupart des rhums que l'on trouve en grande distribution. On a la chance en Polynésie française d'avoir cette culture française et notamment cette culture du rhum agricole grâce au savoir-faire de nos confrères antillais, Martinique et Guadeloupe. Et donc on est sur un marché qui est mature, qui connaît le rhum agricole et la consommation notamment de rhum blanc, ce qui est beaucoup moins le cas chez nos amis anglo-saxons, où le rhum, dans l'esprit de ces consommateurs-là, est un produit brun. Savoir que le rhum a une particularité aussi, d'être l'un des rares spiritueux à pouvoir s'apprécier blanc et brun. Vous n'avez pas de whisky blanc, vous n'avez pas de cognac blanc. Le rhum a cette particularité d'avoir en profil aromatique, et en particulier le rhum agricole, de pouvoir s'apprécier blanc ou brun parce qu'il a été vieilli en fût. Alors, les différences avec nos confrères antillais, je ne reviens pas dessus, mais c'est évidemment le patrimoine agricole qu'on a ici en Polynésie française, qu'on a su conserver à travers des variétés de cannes, donc de cannes nobles, de cannes indigènes. On est également sur des cultures extensives, voire biologiques pour certaines distilleries. C'est le cas sur l'ensemble des parcelles cultivées sur Moorea. C'est important de souligner cela parce que 95% du rhum produit dans le monde entier, non seulement issu de variétés hybrides, comme on vous l'a expliqué, mais souvent sur des cultures intensives qui nécessitent des intrants phytosanitaires chimiques, même si le bio tend à se développer, ça reste encore une goutte d'eau à l'échelle mondiale. En Polynésie française, pour la majorité des parcelles, les cannes sont coupées à la main. C'est une différence importante. Elles sont coupées, donc récoltées à la main, parce que quand on coupe la canne à la main, on va faire des sections de canne qui vont faire toute la hauteur de la tige. Lorsqu'elles sont coupées à la machine, les machines vont faire des sections de canne de 40 à 50 cm. Si bien que la canne s'assèche beaucoup plus vite dans ces conditions-là. Les distilleries le savent bien, c'est très important qu'une fois que la canne est coupée, elle soit tout de suite broyée pour en extraire le jus le plus aromatique possible et le plus sucré possible. Voilà, on a cette différence en Polynésie, nous, de principalement travailler nos cannes et de les couper à la main. On travaille aussi sur un pur jus de canne première pierre, première presse sans dilution. Dans le schéma précédent, vous avez vu que la canne elle est envoyée au moulin, elle est pressée. Nos confrères antillais vont enchaîner 4, 5, 6 moulins successifs. Entre chaque moulin, ils vont réimbiber la canne d'eau pour en extraire un maximum de jus. On va chercher du rendement à travers cette technique-là. En Polynésie, on est très loin de pouvoir concurrencer nos confrères et on a bien compris que tout l'intérêt était de proposer un produit différent, un produit haut de gamme. On a une échelle encore très artisanale dans notre approche de la valorisation de la canne à sucre. Et donc on a fait ce choix de valoriser nos cannes à travers ce pressage unique, donc un seul passage au moulin sans adduction d'eau. Si bien qu'on est sur un pur jus avec une complexité aromatique, un degré Brix très intéressant derrière pour la valorisation en rhum. On travaille principalement en distillation continue, donc avec des alambics, à la différence de nos confrères antillais qui, eux, travaillent sur des colonnes à distiller, qui sont des appareils qui permettent de faire de la distillation continue. Eux font ça principalement parce qu'ils ont du volume important. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une campagne aux Antilles qui va démarrer en janvier, qui va se terminer en juin. Et bon, pendant toute la durée de la campagne, la colonne va tourner quasiment 5 jours sur 7 non-stop. On est, encore une fois, dans des échelles beaucoup plus petites ici en Polynésie. On travaille sur des alambics et l'alambic permet d'avoir des rhums un peu plus concentrés avec des teneurs en non-alcool, des profils aromatiques un peu plus riches, un peu plus denses. Donc c'est une particularité aussi intéressante qui nous distingue de nos confrères. Et enfin, on s'interdit tout ajout de sucre, évidemment, d'arômes, ce que font nos confrères antillais aussi, mais on s'interdit également la coloration. Donc, ce que vous avez dans vos bouteilles de rhum polynésien aujourd'hui, c'est strictement le reflet
de ce terroir polynésien et du savoir-faire des agriculteurs et des distilleries. C'est ce que je vous dis juste après. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de développer un profil aromatique, un profil organoleptique qui est unique au monde et qui n'est pas celui de nos confrères antillais. Aucun intérêt si on sortait les rhums Manutea qui auraient le même profil qu'un rhum Lamoni, Trois-Rivières, HSE. Il est important de préserver cela et de se démarquer grâce à l'ensemble des éléments que je vous ai fournis. On développe effectivement en Polynésie française un rhum qui a un profil unique au monde. Ça, c'est très important. Et ça nous a amené à constituer un syndicat des producteurs de rhum. Vous avez le petit logo qui apparaît avec 4 personnages qui sont dessinés sur la pirogue qui symbolisent les 4 distilleries qui ont créé ce syndicat. On travaille évidemment à la valorisation et la pérennisation de cette filière canne-rhum, mais on travaille aussi et surtout sur la mise en place d'une indication géographique. Une indication géographique, elle va permettre de définir très clairement la manière dont on produit du rhum en Polynésie française, avec toutes les restrictions ou les exigences que j'ai pu vous nommer, elles sont nombreuses évidemment, et elle va permettre derrière aux consommateurs ou aux professionnels, que ce soit un caviste, un distributeur dans le monde des spiritueux, de connaître très précisément la manière dont on fabrique ce rhum-là. Ce sera une reconnaissance en termes de qualité, de pouvoir demain s'affranchir et de pouvoir mettre en avant cette indication géographique. On est bien parti, on avance vite, comme vous l'a dit Marotea, on espère une reconnaissance locale fin 2022, début 2023, puis une reconnaissance nationale et européenne. Ça prendra un peu plus de temps parce qu'il y a un peu de lobbying à faire, en tout cas nos confrères antillais en font, et on le sait, pour ralentir ce projet-là. Voilà. On espère à horizon 4, 5, 6 ans pouvoir avoir cette indication géographique reconnue à l'échelle européenne. Je vous ai mis sur la carte ces 4 distilleries, donc Tamour et Rhum et Manao, qui sont basées sur Tahiti. Alors Manao pas que, puisqu'il y a des plantations à Rangiroa également, et sur Taha aussi. Manutea, donc sur l'île de Moorea, avec des plantations opérées, gérées par nos équipes en agriculture biologique sur l'île de Moorea, et en partenariat également avec la 4e distillerie qui se situe à Taha, les rhums thé, le domaine Paris-Paris, Laurent Masseron, qui va nous fournir également du mou, du jus de canne fermenté. Et Laurent, lui, travaille avec une quarantaine de petits producteurs, d'agriculteurs qui font de la canne à sucre, qui vont faire du taro, de la vanille, des agrumes. La canne est un revenu complémentaire pour ces gens-là. Alors la filière en quelques chiffres, aujourd'hui c'est une estimation 2022, des chiffres qui sont cohérents avec ce qu'on connaît. On est 55 planteurs répartis sur 3 archipels. À ma connaissance, il n'y a pas encore de plantation aux Australes et aux Gambiers. Mais ça ne saurait tarder. Il y a de la canne marquise, vous l'avez vu il y a quelques minutes. On est aujourd'hui sur 60 hectares qui sont dédiés à la culture de la canne à sucre. Martinique, c'est 4000 hectares. Guadeloupe, 13 000. Réunion, 23 000. Le Nicaragua, vous connaissez le Nicaragua? C'est 100 000 hectares. Et le Brésil, 9 millions d'hectares pour la canne à sucre. Donc on a de la marge. Ces 60 hectares vont produire 1500 tonnes de canne qui vont nous permettre de faire à peu près 1 million de litres de pur jus de canne. Et ces 1 million de litres vont faire l'équivalent de 150 000 bouteilles. Pour vous donner des ordres de grandeur, dans une bouteille de rhum blanc à 50 degrés, on va retrouver à peu près l'équivalent de 10 kg de canne à sucre. Aujourd'hui, dans les répartitions de ce qui est produit en Polynésie, 60% de rhum blanc, 40% de rhum élevé sous bois vieux. Il faut savoir que sur les marchés où on exporte, les 10% aujourd'hui, la demande se fait principalement sur les rhums vieux, même si on a une vraie différence, qu'on apporte une vraie différence avec nos rhums blancs. Je suis passé un peu vite sur la carte juste avant, mais l'ensemble des 4 distilleries et l'ensemble des rhums produits sur ces 4 distilleries ont été récompensés à travers différents concours, des concours nationaux ou internationaux, et ces concours récompensaient justement cette typicité, ce profil unique de nos rhums polynésiens. Notre ambition est forte, on vous l'a dit, à horizon 15 ans, la filière elle vise un objectif de 1000 hectares pour à peu près 3000 emplois créés. Sur Moorea, on a créé
4 emplois, on exploite aujourd'hui 6 ou 7 hectares. Donc ça va très vite, hein, ça demande de la main-d'œuvre, effectivement, de travailler dans les champs. Et cet ensemble permettrait de produire à peu près 2,5 millions de bouteilles avec une part export qui, elle, passerait à 90%. Hein, le marché polynésien étant celui qu'il est, hein, avec 260 000 résidents, on espère demain 260 000 touristes, ça reste un petit marché. Donc l'objectif est évidemment de pouvoir exporter notre production polynésienne. Il y a une demande aujourd'hui, on n'arrive pas à la satisfaire pleinement parce que les surfaces agricoles manquent. Hein, donc il y a un vrai défi aujourd'hui, un vrai enjeu pour cette filière, de la pérenniser, de la développer, parce qu'on sait qu'il y a un potentiel fort, une vraie valeur ajoutée sur la production de rhum pur jus de canne polynésien. Voilà, merci de votre attention.